Retour au calme à Lyon, la famille de Fabrice Fernandez dit son indignation et selon un ou plusieurs témoins, on commence à savoir comment s'est produite cette bavure mortelle. Lionel Jospin au Mali, le Premier ministre annule les intérêts de la dette et promet d'arrêter la méthode du charter pour les immigrés en situation irrégulière. Au Louvre, la ruée vers l'Égypte, l'ouverture aujourd'hui sur 10 000 mètres carrés des nouvelles salles suscite un engouement record avec des nocturnes gratuites. Aux États-Unis, la prière contre l'obésité, on avait tout essayé sauf la foi. Contre les kilos en trop, l'aide de Dieu semble bénéfique. Et puis du cinéma avec la sortie mercredi du Comédien, d'après la pièce de Sacha Guitry, distribution prestigieuse, Charles Aznavour et Michel Serrault, le comédien, qui est l'invité de notre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Retour au calme dans la cité de la Duchère après les incidents de ces dernières 48 heures. Le peur du jeune homme tué vendredi dit son indignation et petit à petit, on commence à savoir ce qui s'est réellement passé ce soir-là dans le commissariat du 9e arrondissement de Lyon. L'enquête, Benoît Gadret et Pascal Doucet-Bon. Le calme est donc revenu à la Duchère. Un dimanche d'hiver presque comme les autres, si ce n'est la présence un peu plus discrète des forces de police dans le quartier. Après la mise en examen pour homicide volontaire du policier, la famille de la victime s'interroge encore sur les circonstances du drame. Déjà, le policier n'a pas montré cette arme devant un gamin de 24 ans. Cette arme, il peut lui parler au gamin. Il sait parler, mon fils savait très bien parler. Il discutait avec tout le monde, il avait des copains à la Duchère, tout. Il parlait très bien. Bon, des fois, bon, bagarreur. Bon, aussi, quand il était jeune, il y avait 2-3 mobilettes. Et c'est quoi, on sait rien, ça. Il faut arrêter. Alors, c'est des cow-boys, là, maintenant, c'est devient l'anarchie, non? Je sais pas, je peux rien vous dire. Fabrice Fernandez est donc mort au commissariat de police. Interpellé avec lui, son demi-frère se trouvait dans un bureau voisin au moment du drame. Au commissariat, voilà, ce qui s'est passé, ils nous ont séparés tous les trois. Mon frère Daniel, moi et Fabrice. Fabrice, ils l'ont mis à côté à 2 mètres de moi. J'ai entendu une déflagration. J'ai regardé comme ça, j'ai eu plein de sang. Et c'était trop tard, quoi. Et quand j'ai demandé ce qui s'était passé, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien eu et que c'était pas grave, quoi. Le Progrès de Lyon produit le témoignage d'un homme qui, de l'extérieur du commissariat, aurait vu la scène. Dans un bureau, 6 à 7 policiers autour de Fabrice Fernandez. L'un d'entre eux, un fusil à la main, semble particulièrement énervé. Le témoin racontera la suite à ce journaliste. Il dit qu'à un moment, ce policier a pris l'arme entre ses mains, à 2 mains en soutenant le canon de la main gauche et en prenant vers la crosse, vers la détente de la main droite, et qu'il s'est penché par-dessus le bureau en direction du suspect, qu'à ce moment-là, le canon du fusil se trouvait à une 60aine de centimètres du visage de Fabrice Fernandez, et que soudain, il a vu un éclair blanc qui sortait du canon. La précision du témoignage est telle que l'on est en droit de se demander si la source se trouve réellement à l'extérieur du commissariat. Demain, des habitants de la Duchère appellent à une marche silencieuse devant la mairie du 9e arrondissement. Le policier mis en examen pour homicide volontaire et écroué hier avait des états de service plus que douteux. Mis à pied pour fabrication de fausses cartes d'identité et pour coups et blessures, on comprend mal comment il a pu réintégrer ses fonctions. Voyons quelles sont les mesures d'encadrement et conseils de discipline qui suivent le parcours de ces policiers sur le terrain. Arnaud Boutet, Bernard Ronflet, Luc Bachofen. Lorsqu'un fonctionnaire de police commet une faute grave, le commissaire peut décider de le traduire devant un conseil de discipline. Le conseil de discipline se réunit alors à parité égale entre les représentants de l'administration et du personnel. Ces derniers prennent en compte la situation familiale et professionnelle du fonctionnaire. Le conseil de discipline n'émet qu'un avis. C'est le ministère de l'Intérieur qui inflige la sanction. Mais 8 fois sur 10, le ministère suit ses recommandations et selon les syndicats de police, tous les conseils de discipline n'ont pas la même sévérité. Nous pouvons voir en ce moment la façon dont fonctionnent les conseils de discipline. Moi, je peux affirmer qu'il y a une rigueur beaucoup plus importante sur la préfecture de police qu'en province, c'est vrai. À 2 reprises, le policier lyonnais était passé devant le conseil, notamment pour falsification de cartes de police, une faute impardonnable. Dans les rangs de la police, on s'interroge sur le manque de sanctions. En clair, cet homme n'avait plus sa place dans les forces de l'ordre. Ce que je peux dire, quand même, c'est très important de le souligner, c'est que 99% de nos collègues font très bien leur travail. Et lorsque un cas comme ça se produit, il ternit l'image de notre profession. Reste à analyser l'efficacité de la surveillance dans la profession. Sur Paris, 5 à 6 dossiers passent chaque semaine devant le conseil de discipline et un policier est révoqué tous les mois.
Et Jean-Pierre Chevènement vient de dénoncer la bavure inadmissible à Lyon et lance un appel au calme. Le ministre de l'Intérieur dénonce également l'amalgame entre l'affaire inacceptable de Lyon et l'épisode malheureux, je le cite, qui s'est produit dans le quartier du Lys à Damary. Et puis à Nantes, une vingtaine de voitures ont été incendiées ce week-end dans 3 quartiers sensibles de la ville. Sur place, les policiers se disent surpris par ces violences et font un rapprochement avec les incidents survenus à Lyon et à Damary-les-Lys ces dernières 48 heures. Lionel Jospin à Bamako, au terme de sa tournée africaine, promet de rompre avec les procédures précédentes. Il n'y aura plus de charter pour renvoyer notamment au Mali des immigrés en situation irrégulière. Bilan du voyage du Premier ministre sur les brisées de Jacques Chirac. Philippe Arroir, Alain Dubas. Les griots, ces conteurs dépositaires des valeurs et de l'histoire du Mali, ont en quelque sorte consacré Lionel Jospin, ami de l'Afrique. Ce que revendique le Premier ministre français. Le Mali, pauvre, démocrate et stable, le tiers des 10 millions d'habitants vit à l'étranger, dont 80 000 en France. L'argent des immigrés est indispensable au développement du pays, c'est dire l'attention avec laquelle on suit ce qui se passe à Paris en matière d'immigration. Avec en plus le cuisant souvenir des retours forcés, les fameux charters. La reconduite à la frontière avec les charters s'effectue dans des conditions dégradantes et humiliantes. C'est pourquoi très clairement nous souhaitons que le gouvernement français, que le gouvernement de gauche en France mette fin à ces charters. Pour moi, c'est le problème de la pauvreté, c'est le problème du développement. Tant que ces problèmes resteront, même si on ferme, on trouvera toujours des astuces pour partir. Sans prononcer le mot de charter, Lionel Jospin s'est engagé devant les députés maliens à rompre avec la méthode précédente. Nous avons vocation à ce qu'un certain nombre d'hommes, le plus souvent, en situation irrégulière, respectant les lois françaises, reviennent dans leur pays. Mais il faudra le faire de façon humaine et respectueuse. Nous voulons, par notre politique d'immigration, maîtriser les flux migratoires. Sinon, les réactions de la population chez nous seraient grandes. Et le chemin ouvert pour telle ou telle formation extrémiste serait également trop facile. Au cours de ce voyage, Lionel Jospin a voulu démontrer qu'il avait tous les atouts en main pour mener une nouvelle politique africaine de la France plus efficace, en liaison bien entendu avec le président de la République, mais cela signifie dans son esprit qu'il n'y a plus de domaine réservé en ce qui concerne l'Afrique à l'Élysée, mais un domaine partagé entre l'Élysée et Matignon. À 4 jours de Noël, les militants de l'association Droit au logement ont réquisitionné 5000 mètres carrés de locaux dans le 20e arrondissement pour loger une cinquantaine de familles qui attendent pour certaines depuis des années une habitation décente. Une journée d'action marquée par une deuxième occupation d'immeubles dans le 15e arrondissement de la capitale. Alain Doubevski, Éric Delagneau. Cet après-midi, les sympathisants de l'association DAL, Droit au logement, avaient rendez-vous au 61 rue d'Avron à Paris. Là, une cinquantaine de familles occupaient déjà les lieux, un immeuble de bureau appartenant à une filiale du Crédit Lyonnais. La stratégie du DAL consiste à mettre les autorités devant le fait accompli, un immeuble déjà occupé depuis au moins 48 heures. Au même instant, dans la cour, on apprenait qu'un deuxième bâtiment avait été investi par 10 autres familles, cité Falguière, dans le 15e arrondissement. Pour l'association Droit au logement, agir était devenu indispensable. L'année 97 aura été l'année où on aura le moins construit de logements sociaux depuis 1954. Les réquisitions ont été abandonnées, les expulsions se sont poursuivies cet été et cet automne. Donc il est clair aujourd'hui que nous n'avons plus d'autre solution que de relancer à nouveau des actions. Dans son rapport annuel, le Haut Comité au logement des personnes défavorisées, organisme indépendant, recense 200 000 SDF. 470 000 personnes vivant en meublé ou à l'hôtel, 1,5 million de Français mal logés, enfin 2 800 000 personnes hébergées chez des parents ou chez des amis. Au musée du Louvre, l'engouement du public pour le lever de rideau sur les nouvelles salles égyptiennes. Près de 40 000 visiteurs ont découvert aujourd'hui les splendeurs pharaoniques, une ruée record encouragée par la gratuité des nocturnes. Gérard Dalmaz, Jean-Paul Miotto. Il fait frisquet à 18h30, mais qu'est-ce que l'on ne ferait pas pour l'Égypte antique et pour l'entrée gratuite 18h-22h comme demain lundi. Alors la file s'allonge et zigzague dans la nuit. Certains persistent, d'autres renoncent pour l'instant. Demain on reviendra plutôt, parce que on prendra nos billets comme tout le monde. Sorti du département égyptien, sourire aux lèvres, émerveillement en tête. Vous
venez de visiter les antiquités égyptiennes? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'était bien. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Les momies. Il y a plus de place, c'est plus intéressant. Et j'ai bien aimé la façon de présenter de façon thématique. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. La pêche, la chasse. Oui. Ah oui, la vie courante. La vie courante, c'était très bien fait. Il y a une mise en espace qui est très intéressante. Une mise en couleur et lumière aussi. Par exemple, toute la galerie du livre des morts, donc qui est sombre avec toute la description progressivement. C'est vraiment très très bien fait. C'est splendide, mais il faut revenir parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. C'est magnifique. Et puis il y en a qui tournent en rond parce qu'ils ont perdu le nord. Pour l'instant, on est un peu perdu, on essaye d'en retrouver. Sur 1 hectare de nouvelles salles, le Louvre a accueilli aujourd'hui plus de 30 000 visiteurs. Mais la campagne de fouille des vitrines ne fait que commencer. Ce dimanche d'avant Noël, marqué traditionnellement par la course aux cadeaux. La plupart des magasins sont restés ouverts toute la journée. À travers étalages et derrière les vitrines, reportage Sophie Mézel et Jacques Gérard. Une journée de bousculade dans les rues de la capitale. À quelques jours de Noël, les magasins ouverts le dimanche, c'est une aubaine pour les retardataires. Les vitrines sont là pour donner des idées aux parents. Des idées pas toujours du meilleur goût. Après le tube de l'été, voilà le tube de Noël. Un gorille qui pousse la chansonnette. Le marché français du jouet a progressé cette année de 2%. Ce sont les enfants les plus gâtés. Avec eux, facile de ne pas se tromper, les cadeaux, c'est eux qui décident. Donc comment fait-on pour choisir les cadeaux? Ouais, c'est l'horreur, non? Non, simplement, non, en écoutant ce qu'aiment les enfants. Les grands magasins ont pu le constater, cette année, les achats ont commencé un peu plus tôt. Une façon de contrôler les dépenses, il faut savoir dégoter la bonne affaire. Le prix moyen pour un cadeau, 100 francs. Faites pour certains, ce rituel pour beaucoup reste encore une corvée. Ceux-là attendent souvent la toute dernière minute. C'est un peu un passage obligé ou vous aimez faire des cadeaux? C'est un peu un passage obligé. C'est un peu un passage obligé, mais j'en reçois aussi. On préfère les gens qui viennent et qui se font plaisir d'acheter, qui se font plaisir tout simplement d'offrir un cadeau, quoi. Pas ils viennent, ils se forcent, il faut qu'on achète quelque chose. On a 100 francs, 200 francs et on veut quelque chose. C'est le budget et puis c'est pas pour faire plaisir. C'est juste parce que c'est Noël et qu'il faut faire un cadeau, quoi. Conséquence, les magasins risquent de faire le plein en janvier. Après Noël, le retour des cadeaux un peu bâclés. Alors un conseil, gardez le ticket de caisse. Et l'explosion des téléphones portables en tête de liste des cadeaux. Pour le seul mois de décembre, les opérateurs attendent plus de 500 000 nouveaux abonnés. Jean-Claude Alanic, François Granier. C'est le cadeau très branché de ce Noël. Pour France Télécom, SFR et Bouygues, pour une fois d'accord, cette année, l'objectif commercial est clair, mettez un téléphone dans votre sapin. Et apparemment, les consommateurs sont prêts à se laisser convaincre. C'est une bonne idée. Oui, ça me paraît dans l'air du temps, c'est la mode. J'aimerais bien que ce soit ma petite amie qui m'offre le portable. Pourquoi pas? Oui. Oui. Ouais, moi j'aime autant un parfum qu'un téléphone, mais... Certes, parfois les femmes résistent. Pourtant, les ventes s'annoncent très prometteuses pour un marché en pleine expansion depuis 1 an. Il va s'en vendre vraisemblablement entre 500 000 et 600 000 pour les fêtes de Noël et le mois de décembre en général. Et on a doublé le taux de pénétration en France, donc c'est réellement le boom de l'année. Chaque famille maintenant a son téléphone cellulaire, on peut le dire. Les 5 millions d'abonnés sont prévus après les fêtes. Un gâteau que les 3 opérateurs s'arrachent à coups de promotions spectaculaires. Chacun y va de son téléphone, offert gratuitement. L'adhésion au réseau L est payante, dans une fourchette de 165 à 390 francs. C'est là que tout se complique. Ça va dépendre de l'utilisation de la personne à qui vous comptez l'offrir. Vous allez avoir 3 systèmes. Vous allez avoir tout d'abord la calculette est indispensable pour s'y retrouver entre les frais de raccordement offerts par les uns mais pas par les autres, les tarifs des communications très variables chez les uns comme chez les autres selon les heures et les lieux, et les multiples forfaits proposés par tous pour un cadeau que finalement son destinataire pourrait trouver un petit peu empoisonné. Vous êtes abonné obligatoirement pour 12 mois. Car au bout du compte, c'est le destinataire du cadeau qui va être engagé pendant 12 mois, comme quoi il ne faut pas toujours croire au Père Noël.
Réunion très œcuménique qui a rassemblé à la Maison France-Israël à Paris 250 enfants des 3 religions, animation, goûter, spectacle de marionnettes et distribution de jouets en présence de personnalités des communautés juives, musulmanes et catholiques. En Angleterre, l'église anglicane n'hésite pas à se rendre à quelques jours de Noël dans les supermarchés pour toucher les fidèles là où ils sont. Un véritable service religieux au milieu des caddies qui n'est pas du goût de tous. Notre correspondant Étienne Lénart. Le révérend Funston a la rigueur placide des prêtres de l'église anglicane, mais la fierté chatouilleuse. Et après avoir prêché ce matin comme tous les dimanches, il a donc décidé d'aller chercher les brebis égarées là où elles se trouvent le dimanche de l'Avent, à l'approbation générale de ces rares paroissiens. Je trouve que c'est formidable. Il y a des gens qui ne mettraient jamais les pieds dans une église. Ça donne une chance à tout le monde d'entendre le message. Nous y voilà, un service religieux à 2 heures de l'après-midi, retransmis par satellite dans les 216 établissements de cette grande chaîne de supermarchés britanniques. Dans le brouhaha général, le révérend Funston et ses collègues chantent Noël, mais les clients n'apprécient pas forcément. C'est de mauvais goût. En plus, les gens qui sont venus ici, ils n'ont pas venu pour un service religieux. Ils sont venus pour dépenser l'argent comme les fous parce que c'est Noël. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord de faire un service religieux dans un supermarché. Que d'abondance pourtant, la multiplication des poissons comme celle du pain, du vin et du reste encourage les supporters de la parole biblique à renouveler l'expérience. Oh, certes, je ne dirais pas que le supermarché est la maison de Dieu, mais Dieu est partout et à la rencontre des gens, où que ce soit. Un supermarché, c'est aussi bien qu'ailleurs. Les chants de Noël auront donc remplacé quelques heures les Spice Girls aux oreilles de clients relativement indifférents et qui semblaient plus attirés par ces nourritures terrestres que la morale religieuse réprouve, mais que les délices du réveillon rendent incontournables. La famille de la princesse Diana envisage de poursuivre l'hôtel Ritz si la responsabilité du chauffeur est démontrée dans l'accident qui a coûté la vie à la princesse le 31 août dernier. La famille, selon le Sunday Times, réclamerait au moins 80 millions de francs. Le journal américain Time Magazine a choisi l'homme de l'année 97. Il s'agit d'Andrew Grove, qui est à l'origine de l'extraordinaire développement des microprocesseurs. 90% des ordinateurs vendus dans le monde sont signés de l'entreprise Intel, dont Grove est le PDG. L'histoire du rêve américain pour cet homme multimilliardaire qui est arrivé sans le sou. Pascal Golomer. Il y a 40 ans, il quittait son pays, la Hongrie, avec 20 $ en poche. Aujourd'hui, grâce à cette petite plaque de silicium, il est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Amérique. Andrew Grove est le patron d'Intel. Ses microprocesseurs équipent 90% des ordinateurs dans le monde. De quoi assurer 30 milliards de francs de bénéfices à la compagnie. Le patron, lui, ne s'endormira jamais sur ses lauriers. Tout ce que nous faisons a pour but de produire de meilleurs microprocesseurs, pour de meilleurs ordinateurs, c'est-à-dire des ordinateurs plus puissants, avec de nouvelles capacités. L'histoire de cet immigré hongrois devenu milliardaire ravit évidemment les Américains. Mais si Time l'a choisi, c'est surtout parce qu'il est le symbole d'un bouleversement aussi important que l'invention de l'électricité. Andy Grove mène la révolution dans les technologies de l'information, une révolution qui explique en partie la croissance économique record actuelle. Les hautes technologies sont devenues le premier employeur de l'industrie américaine, 4 300 000 salariés. Cette petite puce y est pour beaucoup et son histoire ne fait que commencer. La prière pour lutter contre l'obésité. Aux États-Unis, le dernier régime qui fait fureur, c'est le régime spirituel. Ceux qui ont la foi arriveraient, semble-t-il, à se débarrasser de leurs kilos en trop. Il suffit de croire, notre correspondant permanent, Philippe Gassot. L'Amérique est le pays le plus gros du monde. À en croire les statistiques, un tiers de la population, soit 90 millions de personnes, dépasse la mesure, sont beaucoup trop grosses. Il ne s'agit pas de maladies, mais de mauvaises habitudes alimentaires. On mange mal, on mange trop, et pour perdre du poids, ça n'est pas évident. On essaie bien de réclamer le droit d'être gros, mais pour maigrir jusqu'à présent, on ne savait pas à quel saint se vouer. Et puis est arrivé le message salvateur, un régime mystique, une sorte de « aide-toi, le ciel t'aidera à maigrir », vendu déjà à 400 000 exemplaires.
Elle conseille d'écouter non pas ses instincts, mais Dieu, et on se lève pour Guyane. Dieu ne permettra jamais à nos kilos en trop d'être notre sauveur, ou à l'exercice physique ou aux pilules pour maigrir d'être notre sauveur. Il est notre sauveur. Et ça marche. J'ai perdu 40 kilos. J'ai perdu 55 kilos. Jusqu'ici, j'ai perdu 80 kilos. Dans tout le pays, des ateliers s'organisent. 250 000 personnes sont déjà au régime divin. On vient échanger ses expériences, raconter ses succès dans la lutte contre le poids, parler aussi de ses malheurs, évoquer Dieu, communiquer avec lui. Car Dieu dans tout cela est essentiel. C'est lui qui assure le retour en forme. C'est lui le plus de la nouvelle méthode, la foi qui sauve. Elle a gardé son short, celui d'avant la cure. Demain, ce sera au tour des autres de brandir leur trophée. On apprend ici en groupe à résister aux malins, aux réfrigérateurs. Vous pensez que Dieu vous a aidé à perdre du poids? Oh oui, c'est vraiment la seule chose qui explique le résultat que j'ai obtenu. Quand je suis stressée ou soucieuse, au lieu de me tourner vers la nourriture, je me tourne vers Dieu. Si comme toutes les personnes qui sont là, vous avez tout tenté, tout essayé pour maigrir, sans y parvenir, reste une voie, celle du Seigneur. L'arrivée des vacanciers dans les stations de sport d'hiver s'est faite parfois sous la neige, mais avec le Redoux, on ne peut écarter les risques d'avalanche. À Vars, dans les Hautes-Alpes, Yannick Aroussi et Gérard Gallian ont suivi les dispositifs de sécurité mis en place avant l'arrivée des skieurs. La flèche va se perdre dans le brouillard. Elle atteint pourtant précisément sa cible. Comme après chaque chute de neige, les tirs d'explosifs troublent la quiétude du petit matin. Il s'agit de déclencher le maximum d'avalanches pour sécuriser le domaine skiable. On peut avoir des résultats sur certains secteurs qu'on connaît très bien, donc là effectivement on pourra dire que c'est en sécurité. Mais il y a, même avec les déclenchements, certaines pistes qui vont rester fermées pour des raisons de sécurité parce qu'on n'est pas certain du départ de toutes les avalanches. Le Redoux, un manteau neigeux instable sur une fine sous-couche, le risque d'avalanche est très important. Pour la commission de sécurité, il s'agit de déterminer les secteurs dangereux et d'établir le plan de secours. Est-ce que tu penses que demain matin, il serait possible de monter là-haut pour faire un petit couloir ou... Bon, on a déclenché, mais on n'est jamais sûr à 100%. Et il y a des couloirs qui ne menacent pas, qu'on n'a pas fait. Et là, il ne faut surtout pas y aller. Et pourtant, elle fait envie cette poudreuse et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y goûter. Un accès facilité par les snowboards et les skis plus larges. Il est certain que dans leur piste, il y a la part d'aventure, donc les gars, ça va être fantastique pour eux. Ils vont pratiquer leur piste beaucoup plus souvent. À partir de là, il va falloir faire très attention. Chaque année, les avalanches font des morts et des blessés. Devant un danger souvent imprévisible, une seule règle, la prudence. En rugby, formidable suspense cet après-midi à Toulouse. Brive s'est imposé in extremis lors de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Après un match d'une forte intensité, Brive, déjà champion d'Europe, remettra son titre en jeu lors de la finale qui l'opposera au club anglais de Basse le 31 janvier prochain. Christophe Duchiran, Frédéric Basile. Dans 20 ans, les spectateurs du stadium de Toulouse pourront dire « j'y étais ». La pie qui chante ou couleur briviste pourra dire « j'y étais ». Et ce petit bonhomme se souviendra lui aussi longtemps de ce Toulouse-Brive, peut-être pas un sommet de rugby, mais à coup sûr un sommet d'intensité. Un quart d'heure de jeu, les brivistes qui jouent à l'extérieur font comme s'ils étaient à la maison. Sans complexe, ils marquent le premier essai du match grâce à Olivier Magne, 8-0. Mais à Toulouse, on ne manque jamais de sang-froid. Pas d'affolement, voilà la réplique des Rouges et Noirs, avec un tour de passe-passe qui permet à Bondouille d'aplatir, 8-7, c'est le score à la mi-temps. C'est rien de le dire, mais en deuxième période, les Toulousains affichent pendant longtemps un moral de vainqueur. À 5 minutes de la fin, ils ont presque match gagné quand Delo ajoute 3 points supplémentaires, 16-11. On joue maintenant la dernière minute du match. Pour les brivistes, c'est l'attaque de la dernière chance. Une offensive parfaitement menée et joliment conclue par Sébastien Carat, 16-16. Si Titou la maison marque la transformation, c'est gagné pour Brive. Honnêtement, c'est facile, mais incroyable. Le ballon passe à côté. Prolongation. Décidément, entre noir et blanc et rouge et noir, on est inséparables. Dernière minute de la prolongation, Toulouse mène 22-19. La maison marque la pénalité, 22-22. Mais Brive, qui a marqué 2 essais, est qualifié. On a serré les dents pendant
les 110 minutes de match et bon, ce match nul nous suffit. Ils n'ont jamais baissé les bras, on n'a jamais pu les décrocher vraiment. On est tombé devant une belle équipe. Toulouse-Brive, aujourd'hui, c'était plus qu'un match, c'était une dramatique. Avec des larmes de joie et des pleurs, un match un peu dingue et un vainqueur en noir et blanc, le CA Brive. Et le gardien de but du Paris Saint-Germain, Bernard Lama, a donné son accord aujourd'hui pour être prêté au club anglais de football West Ham. Bernard Lama devrait faire ses débuts avec son nouveau club le 26 décembre prochain contre Coventry en championnat d'Angleterre. Toujours sous contrat avec le PSG, le gardien de but ne jouait plus depuis 7 mois. À Nice, traditionnel bain de Noël sur la promenade des Anglais. 150 baigneurs courageux ont goûté une eau à 14 degrés sous le regard vigilant des pompiers et maîtres nageurs. Même les plus téméraires ne sont pas restés longtemps dans l'eau. Cinéma avec la sortie mercredi sur les écrans du Comédien, une pièce de Sacha Guitry devenue un film signé Christian de Challonge. J'ai le plaisir de recevoir Michel Serrault qui joue le rôle titre, le Comédien. On a d'ailleurs l'impression que chaque tirade de ce film vous ressemble, on y reviendra. Mais d'abord un extrait du Comédien dans lequel on retrouve également Charles Aznavour. En somme, tu n'as eu que des succès. Et non! Mais il n'y a que les succès qui comptent. Moi, je l'ai assez donné. À une autre. Cherche-la et trouve-la. Bonne chance. Jolie femme, quoi. Et cependant, c'est une jeune fille. Oui, oui. Ah, quoi? Non, rien. Vous autres, vous prenez des métiers. Nous avons un métier qui nous prend. Oui. Mais nous, on ne cherche pas à plaire à des jeunes filles de 20 ans quand on en a 50. Je préfère les prendre de force. Comédien. Eh oui, comédien. Justement, Michel Serrault, bonsoir. Quand une femme vous dit comédien, c'est pas forcément un compliment? Oh, pour moi, si. Oui, comédien. Bon, si, je crois que c'est au contraire le mot qui convient, tout à fait. Alors, dans le film, le comédien refuse de trahir son métier par amour, je dirais. C'est un professionnel, c'est un puriste ou c'est un inconscient? Non, c'est simplement un comédien, et ce qui compte avant tout, c'est le théâtre. Et quand il voit qu'il s'est laissé aller, justement, il y a une histoire d'amour très importante dans le film, qui va courir tout le long de l'histoire, et qu'il va renoncer à cette jeune femme pour le théâtre. Alors je crois que c'est une espèce de... si, c'est la déontologie du métier. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il l'explique, c'est pas moi particulièrement qui parle, évidemment, c'est Guitry. Mais Guitry lui dit, non, ma chérie, t'es magnifique, je t'aime, etc. Mais je ne peux pas jouer la comédie. On peut jouer faux comme on chante faux, vous lui dites. Oui, c'est vrai, oui. J'aime d'ailleurs ces tirades, il y a plein de tirades, je me demande si d'ailleurs elles vous ressemblent à ce point. C'est une formidable déclaration d'amour au théâtre, aux acteurs. C'est formidable, et oui, vous avez raison. Et quand c'est Toscan qui m'a demandé, Toscan du Plantier m'a demandé si je voulais jouer une pièce de Guitry, j'ai choisi, il y en avait plusieurs, de possibles, j'ai dit le comédien. Et quand il a vu le film, il m'a dit, mais Michel, quand on voit le film, c'est vous, c'est même plus Guitry, c'est vous qui parlez. C'est-à-dire que je suis tellement d'accord avec ce que je dis sur le théâtre, sur le spectateur, sur les auteurs, le texte de Guitry est magnifique, que évidemment, et puis alors en plus, une chose étrange, j'avais pas fait attention, mais au fur et à mesure, on va voir la vie, on va parler de la carrière de ce comédien, et on va se servir dans le film de Challonge, le metteur en scène, Christian de Challonge, a pris des documents, il m'a dit, t'as pas des photos. Alors je revois, moi quand je vois le film, et où les gens, on revoit ma carrière aussi. Mais vous n'avez pas envie de remonter sur scène? Ah non, mais vous savez, je remonte sur l'écran quand même de temps en temps. Ouais, là, si. Écoutez, l'autre jour, j'ai vu mon ami, j'ai été voir Noiret au théâtre avec Michel Bouquet, passé une soirée magnifique, et j'ai été les voir, et Noiret m'a dit, écoute, ça fait 30 ans que j'ai pas joué, et un petit peu ému, et il m'a dit, je regrette. Il faut pas s'absenter. Quand on est né dans le théâtre, je crois qu'il faut être présent. Moi aussi, et quand il m'a dit ça, je pensais à moi, je dis, moi j'ai joué peut-être un peu plus que lui en 30 ans, parce qu'il a fait beaucoup de cinéma, mais moi je regrette, je crois que j'étais un peu trop absent. Et puis... Justement, qu'est-ce que vous faites d'autre qui vous éloigne du théâtre, en dehors du cinéma? Ah bah oui, mais en dehors du cinéma.
Moi, je fais du cirque, je fais du cabaret, je fais mon marché, enfin, je fais un tas de choses. Non, mais c'est pas pareil. Vous savez, la présence, et Guitry en parle d'une façon admirable, et il y a une émotion extraordinaire dans le film qui vient pas de moi, qui vient du texte, parce que la présence des spectateurs, c'est notre respiration. Alors ça, c'est magnifique à jouer. Et puis, c'est vrai que quand on a débuté, parce que tout le monde ne débute pas par le théâtre, hein, eh bien, on peut plus, c'est une drogue formidable. Est-ce que vous sentez que le public vous aime, il est toujours de votre côté? Ça, c'est vrai dans toute votre carrière. Il vous écrit, il vous bénit, ce public? Non, ils sont très gentils, mais vous savez, par exemple, on perçoit ça beaucoup plus au théâtre, parce qu'on vient vous voir à la fin, quelquefois. Au cinéma, c'est parti, et puis ça sent... Je ne suis pas là tous les soirs pour voir les spectateurs et parler avec eux, mais je crois que les gens, oui, m'aiment bien, en tout cas, moi, je les aime bien. Vous savez, un acteur qui n'aimerait pas le public... On a l'impression que vous avez un immense respect du public. D'ailleurs, vous dites souvent que le public est plus intelligent, plus prêt à s'émouvoir, à comprendre qu'on veut bien le dire ou que les intellectuels le disent. Oui, parce qu'il y a une sorte pas de mépris, mais les artistes, les auteurs, les intellectuels, les professeurs, qui sont pour certains acteurs ou un certain théâtre de divertissement un petit peu sévère. Mais alors heureusement, nous on est contents de les avoir tous ces gens-là, parce que pour nous, qui sommes que des clowns, je disais l'autre jour que j'étais un bouffon, un comédien, etc., ça me fait très plaisir. Mais pour d'autres, c'est peut-être un peu péjoratif, hein, n'est-ce pas? Mais alors justement, heureusement, on a à Paris quand même 2 ou 3... Comme ça, pour nous, c'est des phares, c'est des maîtres qu'on suit de loin en disant, nous, on fait du théâtre de boulevard, on fait du cabaret, on fait du cirque, et puis on fait des films, on essaie de faire rire, et je crois que de temps en temps, on y arrive. Et puis, mais il y a les autres, évidemment, qui font des choses plus intelligentes. Hein? Plus intelligente? Oui, plus intelligente. Bon, mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents pour relever le niveau. Un mot de votre partenaire, un moment dans le film. Alors, Charles Aznavour, un ami de 30 ans, il est dit, Sacha Guitry vous le fait dire. Hein, oui, oui, vous savez, il y a longtemps que je connais Charles Aznavour, et je l'ai rencontré la première fois dans un film de Christian, pas de Christian, de Chabrol. Les fantômes du Chapelier. C'était une vraie découverte. Alors ce n'était pas une découverte, parce que je le connais depuis très longtemps. Je me souviens de Charles à la Cage aux Folles, venant nous voir, etc. Non, je le connais très bien, et puis je l'admire. Et alors, en plus, c'est un chanteur magnifique, c'est vrai, il a une présence, mais il a une espèce de naïveté quand il joue la comédie, tout à fait remarquable. Enfin, c'est un ami. D'ailleurs, je crois qu'on va se rencontrer. Il y a une émission de prévue avec lui quelque part. Et il a appelé ça, moi je suis très flatté, mes amis, mes amours. Et j'en fais partie, alors je suis très fier. Merci en tout cas, Michel Jarraud, d'avoir été notre invité. Voilà, mais je reviendrai. Hein. Mais j'espère. Pour finir ce journal, les secrets de la France gourmande. Je ne sais pas si vous êtes gourmand, en tout cas impossible d'y résister. Geneviève Moll, Daniel Lefebvre. La France recèle des trésors de gourmandise. Chaque terroir, chaque région en possède. Du nord au sud, les spécialités enrichissent les assiettes et exacerbent l'essence. Les bergamotes de Nancy, par exemple, ou les cannelés de Bordeaux, le pâté en croûte de Chartres, le noyau de Poissy, le pain d'épices de Dijon, les dragées de Verdun. Verdun en Meuse se situait entre le nord d'un côté où le sucre arrivait et le sud de l'autre où les amandes montaient. Et pour protéger l'amande, l'objectif étant de la protéger pour le transport, on l'enrobait d'une couche de miel. Et chaque spécialité a une histoire. Cette histoire est racontée dans un livre qui propose 50 des plus célèbres d'entre elles. Tous les produits que nous racontons permettent de raconter la France, une caverne au trésor. Alors on sélectionnait 50, ça n'a pas été évident. Le beurre déchiré est, à cet égard, exemplaire. En 1894, les producteurs de lait de cette région des Deux-Sèvres créent une coopérative pour fabriquer un beurre si exceptionnel que, 100 ans plus tard, il est devenu une appellation d'origine contrôlée. Chaque jour, 50 000 litres de lait sont transformés en beurre baratté. 950 tonnes par an qui partent dans le monde entier. C'est un lot qui s'en va au Japon cet après-midi et qui sera livré donc à Tokyo dimanche. C'est un beurre dont les qualités en font un produit rare. 20 à 30% plus cher qu'un beurre normal, il a su rester un produit traditionnel dont la dégustation est une véritable fête. Ce terroir, arrosé par la Sèvre, produit une autre spécialité.
l'Angélique de Niort, qu'en ces temps de fête on retrouve dans les cakes ou les galettes des rois. Chez le confiseur, cette sorte de céleri géant est glacé dans une solution sucrée. Mais avant de devenir une friandise, l'angélique, dès le Moyen-Âge, était une plante médicinale. C'est des bonnes sœurs qui ont trouvé une recette, qui ont appelé ça Angélica au départ. Puis après, soi-disant qu'elle aidait à soigner la peste dans le Niortais. Aujourd'hui, Bernard Albert en fait des sujets du Marais Poitevin, mais aussi des bonbons, de la liqueur ou tout simplement des branches d'angélique pour les gourmands, à petit prix. Ainsi, tout le monde peut se régaler des saveurs de la France. Michel Serrault a peut-être encore juste un mot. J'ai juste un mot. Vous savez que le film sort donc le soir du réveillon et j'ai simplement une petite communication à faire, si vous voulez bien, si vous avez le temps. C'est-à-dire que les spectateurs des 4 premières séances seront invités à réveillonner chez Toscan du Plantier. Ça va lui faire plaisir. Je crois que ça lui fera plaisir. Et le distributeur, n'est-ce pas, qui s'est occupé de nous, distribuera évidemment les cadeaux de fin de Noël. Je voulais, moi, un dernier mot, vous féliciter parce que vous venez de recevoir un prix, j'ai envie de dire encore un. Oui, mais vous savez, ce sont des prix sans argent, ce sont des objets qu'on nous remet qui sont très beaux, mais malheureusement, c'est pas vraiment un cachet, c'est pas vraiment une prestation rémunérée. Merci d'avoir été notre invité. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Retour au calme à Lyon. La famille de Fabrice Fernandez dit son indignation. Le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement vient de dénoncer la bavure inadmissible et lance un appel au calme. Il dénonce également l'amalgame entre l'affaire inacceptable de Lyon et l'épisode malheureux, je le cite, qui s'est produit dans le quartier du Lys à Damary. Lionel Jospin au Mali, le Premier ministre annule les intérêts de la dette et promet d'arrêter la méthode du charter pour les immigrés en situation irrégulière. Voilà, météo Isabelle Martinet dans un instant. 20h50, le film Pirate de Roman Polanski. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Christian de Boissieu, membre du Conseil national du Crédit. Demain à 20h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie de votre attention. Un mot Juste un mot, vous avez parlé de la météo. Oui. J'ai l'impression qu'il pleut ici, non? Non, je vous demande. Pas du tout. C'est la neige? C'est la neige.